Merci tout d'abord à Marion Bernard, ici présente, de m'avoir invité pour ce colloque sur les femmes et la justice. Et avant même que je n'entre dans le vif du sujet, j'avoue que je suis un petit peu ému d'être présent cet après-midi. Encore merci à Marion de m'avoir invité, parce que j'ai commencé ma carrière d'enseignant à Angoulême, rue Montmoreau, dans les anciens locaux de l'école normale. Et donc pour moi, c'est une sorte de retour aux sources. Et c'est surtout la première fois que je fais une conférence à Angoulême. Donc sachez que j'en suis très touché. Alors, ce que je voudrais peut-être dire, pour entrer dans le vif du sujet, c'est qu'effectivement, ce thème de recherche, vous voyez, je vais essayer effectivement de faire un état des lieux, finalement, sur ce thème qui constitue les femmes face à la justice sous l'Ancien Régime, 16e, 17e et 18e siècle, faire une sorte d'état de la recherche. Alors, ce que je voudrais juste dire peut-être en introduction, c'est que ce thème de recherche, les femmes face à la justice sous l'Ancien Régime, a été longtemps assez négligé par les historiens. Et que globalement, si on devait un petit peu reconstituer l'histoire de la justice, on pourrait grosso modo, à grands traits, peut-être préciser, il y a eu trois phases, trois étapes. Tout d'abord, il y a une première étape où pendant tout le 19e siècle, et pendant une grande partie du 20e siècle, finalement, ce thème de les femmes face à la justice était un thème assez négligé, je dirais, de la part des historiens. En fait, les chercheurs qui s'intéressaient à ce moment-là à l'histoire de la justice étaient avant tout des historiens du droit. Je n'ai absolument rien contre les historiens du droit, sachez-le bien, mais simplement ils s'intéressaient avant tout finalement aux institutions, ils s'intéressaient avant tout finalement au corps des magistrats, au personnel judiciaire, tant et si bien, il faut bien le dire, que jusqu'aux années 1960, ce thème était dans l'ensemble relativement négligé. Et d'ailleurs, les premières synthèses, de manière assez, je dirais, assez caractéristique, les premières synthèses qui ont été publiées sur l'histoire de la justice étaient avant tout l'œuvre d'historiens du droit. Alors c'était principalement, vous voyez, j'ai mis quelques illustrations à chaque fois pour les ouvrages qui me semblent les plus marquants. C'était avant tout l'œuvre notamment de Jean-Pierre Royer, qui publie, vous voyez, La Société judiciaire au XVIIIe siècle. Arlette Lebigre sur sa première, La justice du roi, finalement sous l'Ancien Régime. Et également la grande synthèse, mais qui sont toujours extrêmement utiles, j'insiste là-dessus, de Jean-Pierre Royer et d'autres auteurs sur l'histoire de la justice en France du XVIIIe siècle à nos jours. Donc une première période finalement où on parle relativement peu finalement des femmes face à la justice sous l'Ancien Régime. Et puis les choses ont un petit peu changé à partir, on va dire, de la fin des années 1960, sous l'impulsion d'un historien qui s'appelle François Bilyacois, où à partir de ce moment-là, effectivement, l'histoire de la justice en France va connaître un nouvel essor. Effectivement, François Bilyacois publie un article en 1967 dans les Annales Économie, Société, Civilisation, vous voyez que ça s'intitule Pour une enquête sur la criminalité dans la France d'Ancien Régime, où il a finalement les propos suivants, où il tient les propos suivants. Il est nécessaire que les historiens s'intéressent, pour simplifier, au contenu finalement des différents dossiers judiciaires. Parce que ça peut être extrêmement intéressant pour mieux connaître, pour mieux apprendre finalement la société des 16e, 17e et 18e siècles. Et bien évidemment dans sa dimension aussi qui pourrait être et qui sera d'ailleurs en partie féminine. Et à la suite finalement de cet appel de François Bilyacois, on a toute une génération d'historiens qui va vraiment s'intéresser de manière un petit peu différente aux faits judiciaires, à l'histoire judiciaire sous l'Ancien Régime. Alors là, vous voyez, il va y avoir toute une génération qui sont toujours aux manettes, qui continuent à publier. Et ça a été notamment, là je vais retenir simplement deux noms, parce qu'ils sont peut-être un peu plus connus que les autres, ils ont une plus grande notoriété. Tout d'abord, une historienne, Arlette Farge, Arlette Farge, qui publie un travail très très important sur le vol à Paris au XVIIIe siècle, le vol d'aliments à Paris au XVIIIe siècle, où il est évidemment question un petit peu de femmes. Il y a des femmes volées, il y a des femmes voleuses aussi. Également un autre ouvrage qu'elle publie avec Michel Foucault, c'est pas n'importe qui, sur le désordre des familles. Là aussi, il y a un petit peu question de famille, un petit peu question de femmes. Et puis, en plus, c'est une historienne de la justice qui a un goût pour les archives, c'est le moins que l'on puisse dire. Et le deuxième historien, toujours un petit peu dans ce courant-là, qui s'illustre quand même, c'est difficile de ne pas le citer, c'est Benoît Garneau. Benoît Garneau, il a publié énormément d'ouvrages depuis la fin des années 1980. Publication énorme. Il y a peut-être que Frédéric Chauveau au fond de la salle qui peut le dépasser, je suis même pas sûr. Tu me diras tout à l'heure, Frédéric. Énormément d'ouvrages, entre 40 et 50 ouvrages pour Benoît Garneau, avec évidemment à chaque fois des dimensions aussi féminines. Regardez l'histoire du crime passionnel,
une histoire de possession sur les religieuses d'Hudson, etc. Hein. Et il publie d'ailleurs il y a quelques années une synthèse sur l'histoire de la justice, vous voyez, dans la collection Folio, qui fait autorité. Hein. Et puis, il y aurait une troisième phase dans cette histoire de la justice, si j'ose dire. C'est finalement à partir des années 1990 et 2000, avec le développement notamment de l'histoire des femmes et de l'histoire du genre, eh bien, le thème de recherche plus précis, les femmes face à la justice, je dirais, prend une plus grande importance, d'accord ? Et ça se perçoit notamment dans les réalisations historiques qui éclosent, qui se développent à partir notamment des années 2000-2010. Je prends deux exemples, hein, sinon on y est encore de ce soir. Hein. Par exemple, il y a une thèse qui a été publiée à Marseille, une thèse qui s'intitule de Christophe Regina, qui soutient dans les années, au début des années 2010, eh bien, genre, mœurs et justice. Vous voyez, ça s'intitule Les Marseillaises et la violence au XVIIIe siècle. Donc vraiment, l'aspect féminin là est incontestable. Et puis encore plus récent, vous voyez, un colloque qui vient juste d'être publié en 2021, qui a eu lieu, je crois, à Lille. La femme devant ses juges, de la fin du Moyen-Âge au XXe siècle. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, il y a une évolution et ce thème devient de plus en plus important dans les recherches historiques en cours, finalement, depuis, vous voyez, une quarantaine d'années. Ce que je vous propose de faire, moi, vous voyez, dans les 3/4 d'heure qui suit, finalement, je ne viens pas vous faire un état exhaustif, finalement, sur ce thème des femmes face à la justice depuis les années 60-70. Ce que je vais m'efforcer de faire, ce que je vais me contenter de faire, c'est d'aborder finalement 3 cas de figure. Je dis bien 3 cas de figure, ça correspondra à mon plan, hein, sans surprise, dans lesquels la femme, ou plutôt les femmes, sont confrontées à la justice d'Ancien Régime. Alors ces 3 cas de figure sont relativement simples. C'est, premier cas de figure, la femme coupable. Deuxième cas de figure, la femme victime. Et puis troisième cas de figure, parce que tout ne va pas dans ces 2 premiers cas de figure, c'est le troisième cas de figure, ça serait la femme qui est officiellement coupable, mais qui moralement est plutôt victime. Mais vous verrez exactement de quoi je veux parler lorsque j'aborderai ce troisième type de situation. Et pour chacun de ces cas de figure, eh bien, j'essaierai d'esquisser, mais c'est bien esquisser, hein, finalement, un rapide état de la recherche en histoire sur chacun de ces thèmes. Premier cas de figure. Tout d'abord, la femme qui est avant tout placée en position de coupable. Allez, on commence par le pire, comme ça sera fait. Alors, effectivement, la femme se retrouve en situation de coupable. Je ne vais pas énumérer tous les cas de figure possibles, hein, sinon là aussi on s'en sort plus. Simplement, elle est essentiellement coupable, surtout dans 3 types de situations. Tout d'abord, premier type de situation, la femme face au crime d'infanticide, face au crime également d'empoisonnement et face au crime d'adultère. Alors, je vais essayer d'un petit peu de les décliner, chacun de ces 3 situations où elle est plutôt coupable, et même parfois exclusivement coupable. Alors, premier cas de figure, première situation. D'abord, les femmes qui sont accusées d'infanticide. Alors là aussi, je ne vais pas vous faire un cours sur l'infanticide, ça m'amènerait beaucoup plus loin, mais sous l'Ancien Régime. En tout cas, c'est considéré l'infanticide comme un crime extrêmement grave. C'est le cas depuis, en fait, un édit qui remonte au roi Henri II, vous voyez, milieu du XVIe siècle, hein, l'édit de février 1556, et cet édit punit de pendaison, finalement, toute mère infanticide. C'est que les femmes qui peuvent être accusées de ce type de crime. Hein. Ça, c'est l'Ancien Régime, hein, c'est typique de l'Ancien Régime, parce qu'on considère notamment que toute femme qui a été enceinte et qui n'est pas capable, au bout de quelques mois, de montrer son nouveau-né, eh bien, elle est suspectée et même accusée d'infanticide. Hein. C'est la procédure telle qu'elle est prévue par la justice d'Ancien Régime. Alors, sur ce sujet, voilà le bel édit du roi Henri II, en l'occurrence. Vous voyez, évidemment, dans un contexte aussi où les nouveau-nés, le baptême, les discussions sur l'âme des enfants est important. Sur ce sujet, il faut dire les choses, il n'existe pas de synthèse sur l'infanticide, à ma connaissance, sous l'Ancien Régime. En revanche, il existe quand même pas mal d'études, des études sur Paris, des études également sur la région de Marseille, sur la Bretagne, sur la Lorraine, même sur le Poitou, hein, ce qui permet quand même d'avoir une idée assez précise sur ce crime et sur ces femmes face à ce crime. Alors, quels sont les principaux résultats vous voyez, que l'on peut mettre en avant sur ce crime d'infanticide où les femmes sont coupables? Ce que l'on peut peut-être dire,
c'est que le nombre de procès pour infanticide semble très variable d'une région à l'autre. Ça, c'est un constat que l'on fait lorsqu'on regarde les différentes études. Quelques exemples. Paris, vous voyez, 726 procès au XVIIIe siècle. Marseille, 40 dans la seconde moitié du XVIIe. Vous allez me dire, c'est moins grand, mais quand même. Poitiers, 26 procès dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et dans le bailliage d'Alençon, 10 procès simplement dans la première moitié du XVIIIe siècle. Autre résultat, bon ça c'est sans surprise, vu la législation en vigueur, les accusés sont toujours des mères. Parfois, il y a quelques hommes qui sont impliqués, mais parce qu'ils ont été des complices de la mère infanticide. Et ce sont toujours des filles, enfin souvent des filles célibataires, souvent également des domestiques. Je reviendrai sur ce statut de domestique parce que les pauvres, elles sont souvent en première ligne. Et souvent également de jeunes femmes, de jeunes filles qui ont été victimes d'un viol ou d'une relation non consentie. Je reviendrai évidemment sur ce type de choses. Et dernier résultat, vous voyez, je vais vite sur chacun de ces crimes. Le dernier résultat que l'on observe quand on regarde ces études sur les infanticides, c'est qu'il semble qu'au XVIIIe siècle, il y a un petit changement par rapport au XVIe, au XVIIe siècle, eh bien, les juges semblent un peu plus cléments avec ce type d'accusation, et notamment on note qu'à Paris, il y a un petit peu moins de peines de pendaison qui sont prononcées qu'au XVIe et au XVIIe siècle. Donc il y a un peu plus d'empathie, on va dire, de la part des juges. Deuxième type de situation où la femme est souvent coupable, ça concerne cette fois-ci le crime d'empoisonnement. Bon, là aussi, je parle de la loi très très générale. Là, il y a un édit très connu qui a été publié donc sous Louis XIV. C'est l'édit de 1682. Alors, je vous explique. Cet édit il est publié juste après une affaire fameuse, qui est la fameuse affaire des poisons, dont je reparlerai tout à l'heure. Et à la suite de ça, effectivement, on condamne à mort tous ceux qui sont convaincus d'avoir administré du poison à une victime. Voilà le cadre, pour être très très rapide. Est-ce qu'il existe des ouvrages à propos donc de ce crime d'empoisonnement? Bien, il se trouve qu'il y a deux synthèses assez récentes sur le sujet. Il y a tout d'abord, pour l'Ancien Régime évidemment, il y a tout d'abord la synthèse de Frédéric Jacquin, qui date de 2005, et puis j'ai essayé d'être le plus récent possible dans ma présentation des références. Eh bien, Gwenaël Callemayne, j'espère que je prononce bien, vient de publier il y a quelques semaines, un très très gros ouvrage, vous voyez, sur un crime atroce et secret, c'est sur l'empoisonnement notamment au XVIIIe siècle. Je rajoute, surtout qu'il est au fond de la salle, et si je ne le faisais pas, il m'en voudrait. Je suis désolé, Frédéric, je ne citerai pas tous tes ouvrages, sinon je ne parlerai que de toi, même pour l'Ancien Régime. À noter un ouvrage collectif, là vraiment sur les femmes empoisonneuses, qui a été notamment, qui date de 2015, et qui a co-dirigé donc mon collègue Frédéric Chauveau et Lydie Baudiou et Myriam Soria, et qui est aussi un ouvrage qui peut être intéressant, et vraiment dans une optique femme empoisonneuse. Quels sont les principaux résultats pour aller vite, oui, je suis obligé d'aller vite de toute façon, et de synthétiser. À propos, vous voyez, de ce crime d'empoisonnement sous l'Ancien Régime. Alors, tout d'abord, ça va vous décevoir, eh bien, les dernières études, notamment de Gwenaël Callemayne, montrent qu'il y a une toute majorité d'hommes quand même. On a cru pendant longtemps, à cause du prisme de l'affaire des poisons, que c'était avant tout des femmes. Non, 53% de criminels sont des hommes, mais quand même, on a 42% de femmes. C'est quand même une proportion relativement importante, qui n'est pas négligeable. Autre résultat, les victimes sont dans 2/3 des cas, c'est classique, des membres de la famille. Autre résultat, là aussi, sans ambiguïté sous l'Ancien Régime, parce que ce produit était très très répandu. Dans 74% des affaires, le poison utilisé, est l'arsenic. Et enfin, dans la grande majorité des procès, le crime également semble assez difficile à prouver. Notamment si on n'a pas d'aveu, on est un peu embêté parfois de la part des juges. Quoi qu'il en soit, vous voyez, ces études ont permis notamment de mieux connaître ce type de crime, de mieux connaître également certaines affaires d'empoisonnement. Alors évidemment, un petit mot, sinon vous seriez déçus, un petit mot sur l'affaire des affaires, l'affaire des poisons, qui éclate à la fin des années 1670 et qui dure jusqu'en 1682. Sur cette affaire des poisons, il y a eu de très nombreuses études sur cette affaire. Je ne vais citer que celles qui ont été menées par des universitaires. Tout d'abord l'étude d'Arlette Lebigre, que j'ai déjà citée. L'étude également de Claude Quetel,
hein, assez récente, hein, une quinzaine d'années. L'étude également de Jean-Christian Petit-Fils. En résumé, qu'est-ce que c'est que cette affaire des poisons? Finalement, tout commence par un procès, le procès de la marquise de Brinvilliers, qui est coupable. Je ne dis pas accusée, elle est coupable. Hein. Il n'y a aucune ambiguïté, elle a avoué, etc. Il y a toutes les preuves qui le montrent. Elle a été accusée d'avoir empoisonné plusieurs membres de sa famille. Et finalement, à la suite de ce procès, ou grâce à ce procès, finalement, les officiers de justice de Paris vont découvrir, et de police de Paris, vont découvrir finalement qu'il existe à Paris un véritable réseau de marchands de poisons et de marchands de filtres. Et on va donc établir à Paris, sur ordre du roi, eh bien, un tribunal spécial qui va s'appeler le tribunal de l'Arsenal. Ce tribunal de l'Arsenal va commencer à siéger en 1679, il va siéger quasiment 4 années. Il va procéder à 218 arrestations. Il va également prononcer 36 condamnations à mort. Hein. Et puis cette affaire-là va un peu être... on va y mettre fin, on va dire, à cette affaire des poisons. Pour quelle raison? Parce qu'on va rapidement se rendre compte que plusieurs personnes de la cour sont impliquées dans ce trafic finalement de filtres et de poisons, et notamment certaines personnes qui sont proches de Madame de Montespan, qui est alors la grande favorite de Louis XIV. Et donc, en 1682, eh bien, on va mettre fin à ce tribunal de l'Arsenal. Dernier type de crime, enfin, où la femme est en situation de coupable, c'est le crime d'adultère. Alors là, vous allez voir, ça souffre aucune ambiguïté. D'abord, officiellement, le crime d'adultère, vous voyez, vous avez une petite définition ici toute simple. L'adultère se définit comme étant le crime que connaît le mari ou la femme en violant la loi conjugale. Tout le monde est d'accord jusqu'à présent. Hein. Bon, il y a peu d'études sur le sujet. Très peu d'études. Pour une raison simple, c'est qu'on ne trouve pas de procès. Hein, alors c'est évidemment un peu plus difficile, enfin assez peu de procès pour le XVIIe et XVIIIe siècle en tout cas. Moi j'avoue que ça fait quand même quelques années que je farfouille les dossiers judiciaires d'Ancien Régime, je suis jamais tombé dessus. Hein. Il y a très peu d'études, alors il y a la synthèse, mais qui utilise d'autres sources, de Agnès Walsh, et puis également l'étude de Régine Bautier, où là il y a quelques indications sur certains procès pour adultère qui figurent et qui sont un petit peu étudiés. Bon, quoi qu'il en soit, hein, concernant ce crime d'adultère, les choses sont claires. À partir de 1665, il y a un nouvel édit royal qui dit que le crime d'adultère est un crime où les accusés sont exclusivement des femmes. Aucun homme ne peut être finalement poursuivi pour crime d'adultère, c'est pas pour eux, hein, en l'occurrence. Et comme le montre d'ailleurs assez bien la petite définition là de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ce crime donc c'est que les femmes qui peuvent être accusées, et elles peuvent être punies de quel type de peine? Des peines pécuniaires, hein, des amendes, et puis surtout des peines finalement d'emprisonnement. Être emprisonné dans un monastère, c'est finalement quelque chose d'assez classique pour ce type de crime, une fois qu'elles ont été convaincues d'adultère. Concernant, si je fais un premier petit bilan, vous voyez ce premier cas de figure, ce premier type de situation, concernant, vous voyez, la femme coupable, finalement, ces premières situations montrent quand même que la femme n'est pas toujours à égalité avec l'homme. Hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Et elle est notamment systématiquement accusée, vous voyez, dans les cas d'adultère et dans les cas d'infanticide. Allez, je continue mon panorama. Deuxième cas de figure, cette fois-ci, la femme est placée en position de victime. Hein. Concernant ce deuxième cas de figure, ça concerne éventuellement 3 types de situations. D'abord, les cas de viol. Deuxième type de situation, les cas de violence conjugale. Et troisième type de situation, les cas de d'homicide, où je parlerai un petit peu évidemment des féminicides. Les femmes victimes de violences sexuelles. Alors peut-être une définition. C'est vrai que le terme de viol n'a pas la même définition qu'aujourd'hui sous l'Ancien Régime. D'abord, le crime de viol, on peut également l'appeler sous l'Ancien Régime le rapt de violence. Les deux termes sont quasiment synonymes. Hein. Et il s'agit d'une agression qui est commise uniquement sur la personne d'une fille, d'une femme ou d'une veuve pour la connaître charnellement. Il n'existe pas de viol fait sur des hommes. Ça s'appelle autrement, sous l'Ancien Régime, ça s'appelle le crime de sodomie. D'accord ?
Est-ce qu'il existe beaucoup de travaux sur ce type de crime, hein, qui est puni sous l'Ancien Régime, on y reviendra. Honnêtement, il n'y en a pas tant que ça, parce que là aussi, il y a une vraie difficulté d'ordre documentaire, c'est qu'il faut les trouver, les affaires. Hein. Alors, il existe néanmoins des travaux concernant ce type de crime. Alors, peut-être, il y en a un qu'on est obligé de citer, parce que d'abord, c'est un beau livre, très très bien écrit, très très bien illustré, qui évoque des affaires judiciaires, mais qui va bien au-delà. C'est l'ouvrage de Georges Vigarello, hein, sur l'histoire du viol, qui a été publié, vous voyez, en 1998. Et puis, également, il y a un certain nombre d'études, alors pour une fois, je vais me citer, un certain nombre d'études qui ont été faites sur des procès pour viol. La vraie difficulté, c'est de constituer un corpus. Hein. Notamment, donc, il y a l'étude, vous voyez, de Madame Bernard pour la région de Lyon, où elle a trouvé 50 procès pour viol. Je dirais c'est record du monde pour la France. Hein. Moi-même, j'ai trouvé 24 procès pour la région de Poitiers. Et récemment, il y a Enora Perrono-Saint-Jalm, oui, ça date de 2021, hein, qui a écrit un ouvrage où son corpus est de 31 procès. Hein, vous voyez, c'est jamais des nombres extraordinaires, mais on fait ce qu'on a et ce qu'on peut trouver surtout. Hein, parce que je vous assure qu'il faut les trouver. Alors, concernant ce crime de viol, quelles sont finalement les principales caractéristiques de ce type de crime lorsqu'il est traité en justice? Tout d'abord, ça ne vous étonnera pas, dans l'ensemble, et toutes les études que j'ai pu consulter le montrent, hein, les victimes sont très majoritairement très jeunes et issues de milieux sociaux extrêmement modestes. Là, il n'y a aucune surprise. Hein. Avec de jeunes bergères, pour dire les choses, beaucoup de domestiques. C'est pas l'opulence hein, parmi elles, ça c'est certain. Autre résultat que l'on observe, c'est que parmi les victimes, il n'y a quasiment jamais de femmes mariées. Moi, je n'en ai trouvé aucune. Hein. Et à Lyon, je crois qu'elle en a trouvé une sur 50, et encore de manière un peu marginale. Et je crois que pour l'étude, la dernière étude qui a eu lieu, qui concernait le nord de la Bourgogne, elle n'en a trouvé aucune. Alors vous allez me dire, c'est super, sous l'Ancien Régime, aucune femme ne s'est fait violer. Évidemment, non. C'est qu'aucune femme mariée ne va en justice finalement pour ce type de crime, parce que la honte sociale serait tellement énorme que personne ne le fait. Vous voyez, c'est en cela que c'est intéressant finalement. Vous voyez, parfois en histoire, les non-résultats sont parfois aussi révélateurs que certains résultats statistiques beaucoup plus probants. Autre élément, bon, en résumé, il y a deux principaux types d'agressions, il y en a d'autres évidemment, mais les deux principaux types d'agressions, ce sont les agressions sexuelles à l'extérieur contre une fille ou une femme seule. Vous voyez, les agressions de jeunes bergères isolées par un vilain personnage sont vraiment importantes. Hein. Et puis, autre type finalement d'agression sexuelle, ce sont les abus sexuels à l'encontre des domestiques, à l'encontre des servantes. Et finalement, elles, vous allez dire pourquoi elles vont en justice. D'abord, les premiers vont en justice parce que souvent, il y a eu flagrant délit. S'il y a flagrant délit et que vous ne portez pas plainte, c'est un peu embêtant. Hein. Et puis, deuxième cas de figure, ce sont des domestiques, des servantes qui ont été abusées, qui se retrouvent quelques mois plus tard enceintes. Et là, elles mettent l'affaire en justice pour avoir un dédommagement, notamment financier. Voilà. Autre résultat, je vous assure, ça existe, ce crime, lorsqu'il est prouvé, il est vraiment puni de la peine de mort. Hein. J'ai quelques cas où les personnes ont été condamnées à mort par la justice. Il faut le prouver. Hein. Il faut le prouver. Et notamment, il y a nécessité de prouver que la force a été utilisée par l'agresseur pendant l'acte. Également, il faut prouver que la victime a résisté jusqu'à la fin de l'acte. Finalement, les trois éléments qui définissent un crime selon l'Ancien Régime, c'est que c'est nécessairement la victime et nécessairement une femme. Le deuxième élément qui définit un viol sous l'Ancien Régime, au niveau du droit, hein, on est d'accord, hein, c'est l'usage de la violence de la part de l'agresseur. Et troisième élément qui définit un viol, c'est que la victime a résisté jusqu'à la fin de l'acte. Voilà. Donc finalement, les différentes interrogatoires, enfin l'enquête, va également tourner autour de ces éléments-là pour faire la preuve de la véracité, finalement, du viol en question. Souvent, l'aveu, finalement, semble assez souvent nécessaire pour qu'il y ait vraiment condamnation à mort. Voilà. Ils avouent pas souvent. Voilà. Ils avouent pas souvent. Deuxième, autre crime où la femme, finalement, est en position de victime, ce sont les violences conjugales.
Ah, vous allez voir, les violences conjugales, c'est un peu compliqué en fait, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas pour les 16e, 17e et 18e siècles. D'abord, sur les violences conjugales, il faut dire une chose, c'est que les études sont rares. Hein, sont rares. Alors certes, on trouve des éléments dans Arlette Farge et Michel Foucault sur le désordre des familles. Il y a quelques cas qui sont exposés. On trouve également quelques belles pages dans la thèse que je vous ai citée en introduction de Christophe Régina. Il y a 100 pages là-dessus. 147 affaires de violence conjugale qui sont traitées, qui sont très intéressantes. Mais finalement, écoutez, l'ouvrage qui est le plus complet, c'est l'ouvrage de Gwenaëlle Murphy, qui a étudié finalement les archives poitevines, surtout le Haut et le Bas Poitou, la Vienne et les Deux-Sèvres, hein, pour simplifier. Hein. Et son ouvrage est paru en 2019, s'appelle Mauvais ménage, histoire des désordres conjugaux en France au XVIIe et XVIIIe siècle. Juridiquement, c'est pas facile. En fait, les mentalités d'Ancien Régime toléraient encore largement, je dirais, à l'homme le pouvoir de corriger sa femme lorsqu'il est jugé nécessaire. Alors certes, en 1558, on a aboli le droit de correction qu'avait l'homme sur son épouse. Ce droit de correction, ça donnait la possibilité au mari de châtier son épouse à son gré, mais raisonnablement. Vous avez compris que tout est dans le raisonnablement. Hein. En même temps, même si ça a été aboli, dans les faits, les mentalités ont perduré. Et résultat, il existe, vous vous en doutez, des violences conjugales au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Que peut faire une femme battue pour se défendre, je dirais, par rapport à la justice? Vous allez voir, c'est compliqué. Finalement, pour les femmes victimes de violences conjugales, d'abord, premier écueil qui existe, c'est que les femmes ont statut de personnes mineures. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas procéder à engager une action en justice d'elles-mêmes. Elles ont besoin finalement de leur mari pour engager une action en justice. Vous comprenez bien que c'est un peu délicat hein, dans ce genre de situation. Deuxième difficulté d'ordre juridique. Depuis 1606, les femmes ne peuvent pas entreprendre une action en justice contre leur mari. Évidemment, là, ça complique encore les choses. Hein. Depuis 1665, j'ai déjà un petit peu évoqué, seul le mari peut porter plainte pour adultère hein, et peut demander l'internement de son épouse dans un couvent. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire alors? Pas grand-chose. En réalité, c'est vrai, elles peuvent pas grand-chose. Elles peuvent quand même. Elles peuvent demander ce qu'on appelle une séparation de biens. Alors ça existe encore, ça, hein, ce genre de choses. Hein, même, je pense que ça s'appelle toujours pareil. Je fais attention parce qu'il y a plein d'éminents juristes dans la salle, vous pouvez dire des bêtises. Une séparation de biens, vous allez me dire, c'est très, c'est civil, etc. C'est très très matériel, oui. Mais dans ce cas de figure, le juge, mais c'est l'appréciation du juge, il peut ordonner, en même temps qu'il prononce la séparation de biens entre un mari et une femme, il peut également ordonner que la femme n'habite plus avec son mari. Ce qui est déjà... mais c'est à l'appréciation du juge. Alors, ces procédures finalement de séparation de biens, alors elles ont été donc étudiées récemment par Gwenaëlle Murphy. Je vous livre là quelques-uns de ces résultats, hein, sans entrer dans les détails. Alors vous voyez, il a étudié la période comme par hasard 1665 jusqu'en 1789, parce que ça correspond, vous voyez, à une vraie unité d'ordre juridique. Tout d'abord, la procédure est d'abord au civil, mais après elle peut devenir pénale, hein, dans certains cas de figure. Autre résultat, c'est que les griefs qui sont reprochés au mari de la part des femmes, hein, et c'est pour ça qu'elles demandent leur séparation de biens, dans 42% des cas, c'est d'abord, parce que souvent il y a plusieurs griefs, hein, d'abord violence physique, ensuite on a la honte publique due à la conduite du mari, en gros le mari un peu volage qu'il va voir ailleurs, hein, mais vous savez que lui ne peut pas être accusé d'adultère, les injures verbales, et puis les faillites, c'est-à-dire qu'un homme qui ne peut plus finalement pourvoir aux biens matériels de son épouse. Hein. On se rend compte par ailleurs que les demandes de séparation de biens ont tendance à augmenter au XVIIIe siècle, après 1730 et surtout après 1750. Allez, pour résumer, vous voyez là, on est dans les prémices de ce qui va bientôt être le divorce, hein, qui intervient en 1792. Et enfin, les juges prononcent ces séparations de biens avant tout pour des raisons d'ordre économique. Voilà, avant tout, c'est ça qui prime en premier, plus que les violences conjugales. Du fait, vous voyez, des mentalités qui fait aller se tolérer, en gros, hein, pour aller vite. On va passer aux homicides. Toujours femmes victimes.
Je vous ai parlé donc des violences sexuelles, des violences conjugales, et puis il y a des violences encore plus physiques, on va dire, à supposer que les deux premières ne le soient pas, mais ce qui est le cas. Mais là, ça va très 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 loin. Donc, les femmes victimes d'homicide. Alors, le crime d'homicide, alors là, il a été beaucoup étudié. Hein. Il est considéré comme extrêmement grave, ce crime d'homicide, puisque effectivement, c'est le crime que connaît officiellement un homme ou une femme qui ont tué un autre ou une autre. Ce terme est quasiment synonyme de meurtre, sous l'Ancien Régime, hein, ou d'assassinat. Alors le terme de meurtre, homicide, ça veut dire c'est le terme générique. Meurtre, ça signifie qu'il y a eu violence, enfin forte violence. Et assassinat, souvent, derrière, il y a l'aspect un peu préméditation. Hein. Voilà, c'est les petites nuances entre homicide, mais de fait, ces trois termes sont extrêmement proches. Alors, il y a eu beaucoup d'études sur les homicides, parce qu'évidemment, on va dire, c'est quand on s'intéresse à la criminalité, c'est le roi des crimes, hein, en l'occurrence. C'est celui qui passionne le plus, notamment les chercheurs. Il y a eu de très nombreux travaux. Alors, je ne vais pas en faire une liste exhaustive. Hein. Je vais me contenter des ouvrages les plus récents. Tout d'abord, il y a une synthèse sur l'histoire de l'homicide en Europe, hein, dirigée par Laurent Mucciarelli et Peter Spirenburg, Histoire de l'homicide en Europe. Il y a également beaucoup de monographies hein, sur un crime. Là, un crime de femme, vous voyez, étudié au XVIIe siècle par Antoine Follin, qui est un des spécialistes de l'histoire de la justice. Également, là, c'est un juriste, Christian Guéry, qui a fait un bel ouvrage qui recense notamment tout ce qui a été publié sur le sujet, qui s'appelle Le Meurtre. Vous voyez, ça a été publié en 2019. Et puis, Frédéric Chauveau, également dans la salle, a co-dirigé On tue une femme, le féminicide, histoire et actualité, évidemment, là c'est sur les crimes féminins par excellence, et il y a quelques études, évidemment, à l'intérieur sur l'Ancien Régime. Quel résultat, finalement, on peut donner concernant les meurtres où les femmes sont victimes? D'abord, il faut quand même le dire, les meurtres de femmes sont moins nombreux que les meurtres d'hommes sous l'Ancien Régime. Hein. Il y a entre 15 et 20% de meurtres de femmes. Ça veut dire, vous voyez, il y a entre 85 et 80% de meurtres d'hommes. Hein. Enfin, je vais me contenter, vous voyez, de donner quelques résultats sur une étude faite sur 15 homicides de femmes. Là aussi, c'est presque sans surprise. D'abord, les femmes victimes sont souvent issues, là aussi, de milieux modestes. Souvent, d'ailleurs, parfois de professions un petit peu dangereuses, on va dire, cabaretières, geôlières. Oui, ce genre de choses-là. Autre résultat également qu'on peut mettre en avant, c'est que 3/4 des homicides sont commis au domicile de la victime. Hein. Autre résultat, 2/3 des accusés sont des connaissances de la victime. Vous voyez là, c'est classique, hein, puis on trouverait ça bien au-delà du XVIIIe siècle. Et puis, 3 principaux types d'homicides de femmes. On a tout d'abord des homicides crapuleux. En gros, des personnes qui veulent commettre un vol, ils se font surprendre par une femme, ils la tuent. Mais moins de témoins derrière. Non. Autre situation, les homicides familiaux, hein, dont le féminicide, hein, un homme qui tue sa femme. Hein. Et puis, parfois, on a aussi des homicides un peu accidentels ou involontaires. Hein. Ça fait partie aussi des homicides de femmes. Ce crime, par ailleurs, est très sévèrement puni. Hein. Lorsque la culpabilité est prouvée, pendaison, et puis également la sentence, le supplice de la roue, hein, qui est qui est utilisé au XVIIIe siècle, notamment dans ces affaires d'homicide. Voilà. J'en ai étudié récemment un, d'ailleurs, un homicide de femme, ça se passe à Poitiers en 1779, et c'est juste pour vous montrer juste la sentence. Hein. C'est le supplice de la roue. En l'occurrence, c'est un homme qui a tué sa femme à coups de serpeau, une sorte de serpe, si vous voulez. Hein. Il a découpé en morceaux. Hein. Il avoue, bon ben on le rate pas. Hein. Supplice de la roue, c'est-à-dire qu'on lui casse ses membres hein, à coups de masse, et puis après on le laisse mourir sur une roue. Voilà. 1778, place du Pilori à Poitiers. J'en viens enfin, vous voyez, à mon cas un petit peu intermédiaire là, où les femmes officiellement sont accusées pénalement, sont coupables, mais en réalité victimes. Ça, c'est moi qui dis ça parce que j'avais envie. Hein, vous allez voir pourquoi. Là, j'aimerais effectivement aborder cette fois-ci 3 types de situations. Les femmes face au crime de sorcellerie, les femmes face au crime de prostitution et les femmes face au crime de vagabondage ou de mendicité. C'est 3 cas de figure assez différents d'ailleurs. Tout d'abord, les femmes et les procès de sorcellerie.
Ça, c'est assez connu parce que les travaux commencent à être un petit peu anciens, donc on les connaît. Hein. C'est quelque chose qui peut-être, pour les historiens en tout cas, est un petit peu plus familier. Effectivement, dans un contexte européen d'affrontement entre catholiques et protestants, eh bien, la France connaît une véritable vague de procès en sorcellerie au XVIIe et au XVIIIe siècle. Ces procès en sorcellerie ont été étudiés, surtout dans les années 60, 70, 80, hein, et notamment les deux principaux auteurs, on va dire, concernant ce type de crime, c'est d'abord Robert Mandrou, hein, on va dire parce que c'est le plus ancien, et puis surtout Robert Muchemblé. Robert Mandrou, 1979, magistrat et sorcier en France au XVIIe siècle, et puis Muchemblé, publié autant que Frédéric Chauveau. Robert Muchemblé, La sorcière au village, Sorcière, justice et société au XVIe et XVIIe siècle, et puis Le roi et la sorcière, il a publié ça en 1993, et puis je crois qu'il en a eu marre après des sorcières, hein. Il est passé à autre chose, mais enfin, ça continue d'être un auteur extrêmement fécond, hein, Robert Muchemblé. Alors, principaux résultats, on les connaît presque tous, ceux-là, parce qu'ils nous paraissent presque familiers, parce que vous voyez, les travaux ont une bonne trentaine d'années, hein, on les a digérés, maintenant c'est dans tous les manuels universitaires, notamment de licence, en rapide. Eh bien, effectivement, pour ce type de procès, on a entre 60 et 80% des accusés sont des femmes. Hein, c'est pas rien. Ces procès, ils ont surtout lieu entre les années 1580 et les années 1630, vous voyez, ça dure à peu près un demi-siècle, et c'est pour cette raison qu'on parle d'une véritable chasse à sorcières en Occident, et notamment en France, durant cette période, vous voyez, à cheval, sur la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle. La procédure, alors c'est vrai que quand on regarde des procès, moi qui suis plutôt familier des procédures au XVIIIe siècle, c'est hard, hein. On a une procédure extrêmement répressive, là on fait pas de cadeaux, hein. On a vraiment l'impression, et c'est ce que dit Muchemblé, hein, que les juges sont déjà, d'entrée de jeu, persuadés qu'ils ont affaire à des sorciers ou des sorcières. Hein. Enfin, en l'occurrence, là, des sorcières. La procédure s'ouvre sur une simple dénonciation ou suite à la rumeur publique. Les interrogatoires des victimes sont extrêmement musclés. Hein. On prend en compte tous les témoignages, surtout que le point de départ, c'est souvent des dénonciations, en plus. On utilise également fréquemment la question. La question, vous savez ce que c'est la torture, hein. Alors évidemment, ça va plus vite après, hein, pour réunir les preuves. Puis de toute façon, ils avouent, parce qu'il y a une telle pression, ils avouent tous, hein, ou toutes plutôt. Et effectivement, les aveux sont la plupart du temps obtenus. La peine requise, hein, c'est le bûcher. On les fait brûler, hein, ça fait un petit feu de joie. Plusieurs centaines de femmes ont été exécutées de cette manière-là entre les années 1580 et les années 1630. Alors c'est plusieurs centaines. On a eu tendance parfois à exagérer un petit peu le nombre. Hein. On a pu arriver à plusieurs milliers. Là, c'est sans doute plusieurs centaines, mais c'est quand même pas mal. Hein. Et toutes les régions ont été touchées. Hein. Et enfin, parce qu'il faut quand même le dire, là, vous avez une belle représentation d'un bûcher d'une soi-disant sorcière, hein, qui est ici brûlée. Et dernière chose, un édit de 1682. Alors, c'est le même d'ailleurs que celui sur les empoisonnements. Hein, met fin officiellement à cette chasse aux sorcières. Il y a Louis XIV qui dit, allez, les soi-disant sorciers sont des faux. Hein, et ceux qui se disent sorciers sont des menteurs. Donc il en est fini officiellement de cette chasse aux sorcières à partir de 1682. Autre type de crime où les femmes sont accusées, mais qu'en réalité c'est difficile de dire que ce sont des coupables quand même, c'est les affaires dites de prostitution. Alors, même s'il existe une prostitution masculine, surtout parisienne et très très limitée, mais elle existe, hein, au XVIIe et XVIIIe siècle. La prostitution est avant tout le fait de femmes, je dirais à l'époque moderne. C'est pas si facile que ça à traiter comme sujet. Hein. Les affaires de prostitution, là aussi il faut trouver les affaires. Je sais que tu en avais trouvé une, Marion, hein, donc c'est précieux, surtout ne la perds pas, hein, qui avait lieu donc en Angoumois. On a plusieurs études qui traitent du sujet. D'abord pour le XVIe siècle, parce que ça déborde. Le grand spécialiste, c'est Jacques Rossiot, et dans ses Amours vénales, vous voyez, la prostitution en Occident, il traite du XVIe siècle. Donc c'est précieux, il faut le mentionner. L'ouvrage de référence, c'est l'ouvrage d'Erika Marie Benabou sur la prostitution à Paris. Alors c'est vrai que là, elle a bénéficié de sources particulières, c'est qu'à Paris, il y a une police des mœurs. Et puis récemment, parce que vous voyez là c'est 1987, récemment il y a eu 2 ouvrages qui ont traité de ce thème, alors sous un angle particulier. Tout d'abord il y a l'ouvrage, j'oublie toujours son nom de famille, Myriam Deniel Ternant, qui s'appelle Ecclésiastique en débauche, d'accord ? Vous voyez c'est joyeux, en fait c'est sur la clientèle ecclésiastique des prostituées parisiennes, et c'est paru en 2017. Et puis
au même moment, 2016, un ouvrage très très intéressant de Clyde Plumoville sur prostitution et révolution. En gros, vous voyez, c'est un peu le prolongement de la thèse de Benabou, mais sur la période révolutionnaire à Paris. Alors, moi, je vais me contenter d'ivrer quelques résultats, notamment sur Paris, parce que je serais bien incapable de le faire sur les autres régions, hein, notamment les principaux résultats sur la prostitution parisienne. D'abord, un premier résultat qui est incroyable, j'ai bien incroyable, à Paris, 20 000 prostituées, 13% des femmes. D'accord? Là, enfin, c'est énorme, vous en doutez aisément. 13% des femmes parisiennes ont une activité de prostitution au XVIIIe siècle, selon l'étude, effectivement, de Madame Benabou. Depuis 1684, ce type de crime, finalement, est placé sous la responsabilité du lieutenant général de police, c'est l'ancêtre du préfet de Paris, hein, un personnage tout puissant, institué par Louis XIV, et il est à la tête d'une véritable police des mœurs. Donc on a des archives, ce que tu n'auras pas pour Angoulême, qu'on n'a pas pour Poitiers, mais qu'on a à Paris. Deux tribunaux parisiens, principalement, jugent de ce type d'affaires. C'est le Parlement, mais aussi le Châtelet. Alors le Châtelet, c'est l'équivalent du présidial de Paris. Et ils jugent des affaires de prostitution, des affaires de macrélage et des affaires de maisons de débauche, de bordel. On dit bordel au XVIIIe siècle, en l'occurrence. Et quelles sont les peines encourues? Par les prostituées, par les femmes qui se livrent à ce genre d'activité. Il y a trois peines principales. D'abord, le bannissement. Finalement, elles sont interdites de séjour à Paris pendant un certain temps. Autre peine, c'est l'enfermement. L'enfermement, et notamment à l'hôpital général de Paris, à la Salpêtrière, ou aussi dans des couvents spécialisés. Et ça, on en trouvera un petit peu partout. Et puis, également la déportation, notamment déportation dans les colonies, pour peupler les colonies françaises, qui, vous savez, manquent de femmes. J'ai deux illustrations, regardez. Ce beau tableau-là d'Étienne Jorat sur la conduite des filles de joie à la Salpêtrière. Et puis, ici, une gravure sur l'embarquement de filles de joie, finalement, en Louisiane, dans les années 1720. Enfin, pour finir avec mon tableau qui est forcément limité, j'ai fait des choix, vous avez compris. Toujours dans la catégorie femmes, officiellement accusées, mais plutôt victimes, ce sont les femmes face au crime de vagabondage. Sous l'Ancien Régime, le fait d'être vagabond ou d'être mendiant, alors vous savez, le terme officiel, c'est des gens sans aveu. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent finalement prétendre à aucun domicile, aucun domicile fixe. Eh bien, le fait d'être vagabond, d'être gens sans aveu, c'est considéré comme un crime. Même si vous n'avez rien fait, c'est considéré comme un crime. Alors, est-ce qu'il existe des études spécifiques de synthèse sur le sujet? Pas tout à fait. En fait, il y a plusieurs types d'études qui abordent ce thème. Il y a notamment tous ceux qui ont travaillé sur les pauvres au XVIIe et XVIIIe siècle, notamment peut-être l'ouvrage le plus caractéristique, c'est celle de Jean-Pierre Guton sur les pauvres dans la région de Lyon. Ça évoque évidemment le traitement judiciaire de ces vagabonds, de cette mendicité. Également, il y a les ouvrages qui traitent de la maréchaussée, que connaît bien Lucille Garetta ici présente. Les études récentes sur la maréchaussée, l'une de leurs fonctions, notamment, c'est d'arrêter les vagabonds, d'arrêter les gens sans aveu. Et donc, il y a souvent des pages précieuses à ce sujet dans les ouvrages qui traitent de la maréchaussée. La maréchaussée, vous savez, c'est tout simplement l'ancêtre de la gendarmerie. Et puis également, on trouve également, c'est abordé dans d'autres ouvrages, ceux qui s'intéressent également aux hôpitaux généraux. Les hôpitaux généraux, c'était les établissements, finalement, où on enfermait les pauvres, pour les faire travailler. Vous savez, le grand enfermement Foucault et compagnie à partir du règne de Louis XIV. Et là, par exemple, vous voyez une thèse récente, 2017, d'Olivier Rickenbuch, sur les hôpitaux généraux du Nord au siècle des Lumières. Eh bien, il y a de belles pages, finalement, sur ces femmes, sur les vagabondes au XVIIIe siècle. Alors, rapidement, parce que je suis bavard, qu'est-ce qu'on peut donner comme principaux résultats, vous voyez, à ce type d'études? D'abord, l'administration qui est plus spécialement chargée d'arrêter et même de juger les vagabonds, c'est avant tout la maréchaussée. Je l'ai déjà évoqué, mais ça me permet comme ça de montrer la belle petite image de cavalier de la maréchaussée au XVIIIe siècle. Autre élément, vous voyez, pour être rapide, c'est que les vagabonds et mendiants arrêtés sont majoritairement des hommes.
On est d'accord, hein. Majoritairement des hommes, mais on trouve quand même, suivant les régions, un pourcentage de vagabondes arrêtés, souvent c'est des familles aussi, hein, entre 10 et 25% de femmes. Donc c'est pas négligeable du tout, hein, loin s'en faut. Bon, qu'est-ce qu'elles risquent à chaque fois, hein, on les pend pas, hein, on leur fait pas subir le supplice de la roue, hein, mais c'est vrai que les peines sont différentes entre les hommes et les femmes. Pour les hommes, la peine encourue, c'est souvent l'envoi aux galères, hein. C'est une occupation communale, vous allez me dire, mais enfin un peu difficile. Et concernant les femmes, c'est souvent la peine d'enfermement dans les hôpitaux généraux. Voilà, au XVIIIe siècle. Une représentation de l'hôpital général de la Salpêtrière à Paris, vous voyez, qui reçoit, on l'a vu tout à l'heure, déjà des prostituées, mais aussi des vagabondes en l'occurrence. Allez, en conclusion, si je devais faire un petit bilan, alors vous voyez, ce que je vous ai présenté là, hein, peut-être 3 petites idées de conclusion. Vous voyez, c'est 3 cas de figure, hein, c'est 3 cas de situation, femme victime, femme coupable et femme entre les deux, pour simplifier. Finalement, elles ne représentent évidemment pas tous les cas de figure de femmes confrontées à la justice sous l'Ancien Régime, hein. Il existe des femmes coupables d'homicide, il existe des femmes victimes d'empoisonnement, hein, et puis si je prends le cas également des vols, vous voyez, j'ai pas abordé les vols. Mais les vols, vous savez, au niveau de la criminalité, c'est 2/3 ou les 3/4 des cas, hein. Eh bien, vous avez à peu près 25% de voleuses, hein, et puis concernant les victimes de vol, allez, au moins 40% de femmes, hein, grosso modo, hein. Mais vous voyez, ce que je vous ai présenté là, évidemment, ne recouvre pas toutes les situations de femmes face à la justice. En même temps, le vol, c'est quand même assez commun, là. Deuxième idée peut-être de conclusion, c'est que les femmes, dans l'immense majorité des cas, je dis bien dans l'immense majorité des cas, sont soumises aux mêmes procédures et aux mêmes peines que les hommes selon ces régimes. Dans l'immense majorité des cas, notamment pour les cas de vol que je viens d'évoquer. Bon, néanmoins, il y a quand même des petites différences, hein. C'est que parfois, les femmes et les hommes ne sont pas soumis aux mêmes... il n'y a pas la même typologie des crimes pour les hommes et les femmes. Vous voyez, infanticide, c'est que les femmes. Adultère, c'est que les hommes, etc. Hein. Et puis surtout, il y a des différences concernant les peines quand même. Les femmes sont plus souvent enfermées que les hommes. Hein. Vous voyez, la peine, en l'occurrence d'enfermement, il existe pour les femmes, il est moins répandu pour les hommes. Et puis dernière chose, et je finirai là-dessus, c'est que l'étude de ce thème, c'est ça que j'ai voulu surtout essayer de montrer cet après-midi, je ne sais pas si j'y serai parvenu, finalement, il apparaît quand même extrêmement riche d'enseignements. Il permet de mieux connaître la société dans ces régimes, et puis surtout, on est quand même aujourd'hui un jour particulier. Je crois que vraiment, il permet surtout de mieux comprendre la place, le statut et les droits des femmes sous l'Ancien Régime. Merci à vous.